Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Champ d'Aviation. Alors s'il y a un appareil qui aurait pu passer totalement inaperçu du grand public, c'est bien celui-là. Heureusement, la télévision est passée par là, et de ce fait, tout le monde le connaît. Pour sa conception, l'équation est simple. Comment obtenir un chasseur embarqué le plus petit possible avec le plus gros moteur existant, le tout tracté par une hélice de 4,40 m de diamètre. L'erreur reconnue, c'est du Chancellor Corsair dont nous allons parler. Celui-ci fait son premier vol en 1940 et c'est le premier appareil américain à dépasser les 600 km/h en palier. L'allure générale a peu évolué pour les 7 versions. En fait, oui, il n'y a eu pas plus de 7 versions. Il y en a eu une 8e, mais il y a eu quelques exemplaires. Donc on va se contenter des 7 versions et sous-versions. Les dernières sorties seront en 1952 pour la France. Oui, messieurs, dames, vous avez bien compris, pour la France. Cocorico. Donc, sa première sortie en opération date de février 1942 avec le corps des Marines, le VMF 124. Alors, même si il est conçu pour la marine, c'est un appareil difficile à apponter de par de sa configuration. Le pilote est très en arrière des ailes et des problèmes de train d'atterrissage. En fait, le train d'atterrissage est trop mou et il a tendance à rebondir sur les ponts de porte-avions. Et vu sa configuration générale, les pilotes voient très mal devant. Quoi qu'on en dise, c'est un appareil qui malheureusement n'a pas le pied marin, ce qui amènera à être utilisé principalement sur des bases terrestres de l'US Navy et des Marines jusqu'en avril 1944 où il fut homologué sur porte-avions grâce à l'aide de la marine britannique qui en reçut environ 2000. Alors, petit aparté, les Anglais firent beaucoup pour faire progresser certains avions durant cette période. Le Mustang en est un autre exemple. Vous l'aurez compris, tout comme le P-38, c'est dans le Pacifique que le Corsair a forgé sa légende. Un ratio d'ailleurs de 1/11 en combat. Le plus célèbre d'entre eux est un certain Gregory Boynton du VMF 214 et qui n'est autre que le deuxième as sur Corsair avec 24 victoires et 4 probables. Alors il y a une petite anecdote que pas beaucoup de gens justement connaissent, c'est que pendant la guerre du Pacifique donc, il y a eu un civil mandaté par Vought et Lockheed d'ailleurs plus tard, qui fait une sorte de tournée des popotes dans la région pour former des pilotes sur des vols longue distance. Et il participera d'ailleurs à quelques missions de guerre, d'ailleurs je crois qu'il a eu même une victoire. Ce pilote, c'est un certain Charles Augustus Lindbergh. Oui, vous avez bien compris, c'est Charles Lindbergh, celui qui a fait la première traversée New York-Paris en 1927 à bord du Spirit of Saint-Louis. Bref, la guerre finie. Nous retrouvons le Corsair pendant la guerre d'Indochine et avec principalement des AU-1 qui est la version d'attaque, avec 30 exemplaires prêtés par les USA et qui seront restitués plus tard au gouvernement américain. Après, c'est la guerre de Corée et le Corsair, il est toujours là, en première ligne, comme le P-51 Mustang, mais sera relégué en appui sol et au bombardement tactique très rapidement. Les avions en réaction feront le boulot de chasseur. La France dans tout cela. En 1952, la Marine nationale, désirant moderniser sa flotte, se tourne vers Vought et ce sont les derniers Corsair à avoir été produits dans une version spécifique aux exigences françaises. Eh ben oui, comme quoi. À savoir, donc, c'est la version le F4U7 qui est un mélange de deux versions en fait. On a pris le fuselage d'un chasseur, donc F4U4, et une aile de AU1, donc la version d'attaque citée précédemment. Donc la différence, la version chasse avait 6 mitrailleuses de 12,7 et la version d'attaque avait 4 canons de 20 mm. Ces appareils seront retirés, les derniers seront retirés en 1964, date à laquelle la Royale, comme on l'appelle, passe sur réacteur. Bon courage à cette époque-là. Qu'est-ce que je dois dire aussi? Oui, en 1956 aussi, il y a eu le Corsair a participé aussi à l'opération Mousquetaire, opération franco-israélo-britannique, où 30 Corsaires français y participèrent, d'où les bandes jaunes et noires sur ces avions. Le Corsair sera aussi présent pendant la guerre d'Algérie. Une dernière petite anecdote, les derniers combats des Corsaires se feront en Amérique latine dans les années 70 pour ce qui s'appellera la guerre des senteurs ou guerre du football entre le Honduras et le Salvador. Que dire de plus? Si, je vais dire quelque chose de plus. Je voudrais mettre un peu en avant une personne qui monte ces vidéos et le remercier.
Alors, je ferai une autre vidéo pour le mois d'avril où je parlerai un petit peu de tout ça. Mais pour le moment, j'aimerais remercier mon fils Benjamin parce que c'est lui qui monte les magnifiques vues que vous avez. C'est lui qui clarifie le texte qui est pas forcément terrible. C'est lui qui arrive à condenser tout ça et à faire ce que vous voyez sur Facebook. Voilà. Je tenais à le remercier et encore une fois, merci d'avoir regardé ces vidéos. À plus tard pour un nouvel épisode de Champ d'Aviation. Ciao, ciao!